c'est assez facile de vendre un projet, on va dire, sur un moment précis, sans anticiper comment ça va se passer dans 8, 10, 15, 20 ans. J'essaie de démystifier ça en premier rendez-vous avec les clients. Je leur dis « Attendez, on n'est pas en train d'acheter une baguette de pain, on part sur 20-25 ans, vous allez mettre de l'argent, il n'y a pas une question bête. Pas avoir peur d'oser, justement. » Moi, j'appelle ça les investissements pansements. C'est-à-dire que j'ai un problème à un instantané, ça me règle mon problème aujourd'hui, mais j'ai pas réglé la pathologie. Quand ça va péter? On dit souvent que tout est une question de réseau. Que si t'as pas les bons contacts, les bons numéros, les bonnes connexions, tu restes à la porte. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en 2025, on peut encore réussir dans l'investissement immobilier sans réseau? Aujourd'hui, on va creuser cette question parce que derrière chaque projet, il y a des coulisses, des raccourcis. Et peut-être que ceux qui avancent le plus vite ne sont pas forcément les mieux formés, mais les mieux entourés. Alors pour en parler, j'ai pas n'importe qui autour de moi. Parce que chez M Capital, on est plus qu'une équipe. On est le réseau d'experts le plus puissant en matière d'investissement immobilier, clé en main à forte rentabilité. Tous investisseurs, tous passionnés, tous spécialisés, chacun avec sa zone d'impact. Chacun connecté à un écosystème ultra structuré, stratégie, IMO, notaire, architecte, fiscaliste, travaux, gestionnaire, et j'en passe. Aujourd'hui, j'ai deux figures clés de ce réseau avec moi. À ma droite, Arthur Framry, fondateur d'AM Capital, à l'origine de toute la vision de cette boîte. Entrepreneur, leader, il pense l'investissement comme un sport d'équipe où chaque joueur compte. Et à ma gauche, Axel, responsable du pôle immobilier, celui qui voit les dossiers avant tout le monde, qui passe ses journées à décortiquer des biens, structurer des offres, négocier pour nos clients. Ensemble, on va parler de fiscalité, paris, zone oubliée, bord de mer, tech, accompagnement. Et surtout, on va se demander, est-ce qu'on peut y arriver seul? Ou est-ce que, comme toujours, c'est une histoire de réseau? Bonjour Arthur. Salut Emen. Bonjour Axel. Hello. Ça fait bizarre un peu de discuter avec vous autour d'une table. Non mais c'est top. Je pense que c'est marrant parce que du coup ça fait, pour les gens qui nous regardent, ça fait à peu près un peu plus d'1 an que tu es là en alternance au pôle marketing et je pense que tu n'aurais pas pu faire ce podcast il y a 1 an et demi. On va voir, je pense que les gens vont être capables de voir aussi le niveau de connaissance qu'il a acquis pendant tout ce temps-là, grâce aussi à être dans un open space et en plus tu es en train de te mettre un investissement avec tes parents, donc ça va être grave cool, mais je trouve que c'est important mais ce niveau, t'as quel âge? 21 ans. 21 ans. C'est toi qui réponds par exemple parfois aux gens sur LinkedIn ou sur les réseaux, mais répondre avec ce niveau de précision, c'est parce qu'il a côtoyé des gens comme toi dans l'open space et donc ça va être une conversation cool. En tout cas, merci de nous avoir conviés. Et Axel du coup? Et moi je suis arrivé il y a 1 an dans la boîte et c'est vrai que t'es curieux, il y a plein de périodes où j'étais dans des moments de rush et du coup j'étais pas trop dispo et pas forcément en open space. Mais quand j'y suis, souvent tu viens poser des questions et ça marche comment, ça pourquoi c'est intéressant et du coup c'est chouette de voir que tu t'as poussé ta curiosité avec cette préparation de ce petit meeting ensemble là, donc non c'est très chouette. Et puis en plus on va avoir une vision du coup de... Ça je trouve que ça va être intéressant, n'hésite pas à poser des questions d'une vision déjà d'un jeune et en plus de quelqu'un qui n'a pas encore investi mais qui veut investir. Et n'hésite pas, je pense, à parler de tes peurs, tes questions qui te viennent naturellement, il n'y a pas de questions bêtes. Parce que dis-toi que même t'es pas forcément dans notre ICP, dans notre client avec qui on parle tous les jours, mais même dans ces clients-là, il y a des gens qui ont même pas le niveau de connaissance dans l'immobilier que toi tu as, donc ils ont même encore des questions encore plus simples que les siennes. Et ça n'a rien à voir avec les niveaux intellectuels ou tout quoi que ce soit, c'est juste mettre son nez dedans et s'intéresser. Et parfois ça peut même faire peur parce que évidemment c'est des grosses sommes et il faut prendre le temps de mettre son nez. Et on a plein de clients qui ont... Souvent j'essaie de démystifier ça en premier rendez-vous avec les clients, je leur dis attendez, on n'est pas en train d'acheter une baguette de pain, on part sur 20-25 ans, vous allez mettre de l'argent, il n'y a pas une question bête. Pas avoir peur d'oser justement. Et là c'est bien, on va pouvoir balayer plusieurs sujets. T'as parlé de fiscalité, t'as parlé de différentes zones. Donc si on peut apporter de la valeur et de l'expérience / expertise, avec grand plaisir. C'est vrai, parce qu'en vrai, en fait, quand on y pense, pendant 20-25 ans, ils pensent à vous. En bien ou en mal. C'est ça. Parce qu'en bien, voilà, le bien quand tu l'achètes, c'est 20, 25, 30 ans. Et pendant les 30 ans, il doit avoir à chaque fois des questions. Alors, tu l'as acheté combien, comment, etc. Et la question d'AM Capital doit revenir tellement souvent. La vie du bien, sa détention va évoluer. Nous, l'objectif chez AIM Capital, c'est évidemment de mettre les gens sur des rails, avec des bonnes bases, avec un bien qui a été maîtrisé, avec les informations qu'on a eues sur le moment, bien sûr. Ça, on est limité à ça, on va en parler aujourd'hui. Mais c'est qu'il soit sur de bonnes bases. Et c'est d'avoir une vision long terme.
dans l'immobilier, sans rentrer dans le détail et sans casser un peu trop de sucre sur le dos d'autres acteurs, c'est assez facile de vendre un projet, on va dire, sur un moment précis, sans anticiper comment ça va se passer dans 8, 10, 15, 20 ans. Et d'ailleurs, il y a des modèles qui sont pertinents à court terme et qui ne le sont pas à moyen et long terme. Et ça, encore une fois, ça vient avec la stratégie du client. Mais de manière générale, en tout cas, on a cette envie de vendre un produit, évidemment, sur le moment T, parce que la personne va nous rémunérer sur ce moment-là, mais de pas avoir une vision court-termiste, de lui vendre vraiment un projet et qu'il se dise pas, comme tu disais tout à l'heure, c'était pour ça que je rebondissais là-dessus, il va découvrir au moment de la revente, dans 15 ans, waouh, mais ils auraient dû me le dire, ça. Tu fais référence à des projets d'investissement avec de la fiscalité avantageuse ou des clients. Par exemple, moi j'appelle ça les investissements pansements. C'est-à-dire que j'ai un problème à un instantané, ça me règle mon problème aujourd'hui, mais j'ai pas réglé la pathologie. Et quand ça va péter, le petit bouton est devenu un abcès. Ok, ouais. C'est dans ce sens-là, c'est aussi parfois des projets où à l'exploitation c'est ok, mais à la revente c'est pas du tout ok. Je fais référence par exemple à certains projets achetés en EHPAD ou en résidence universitaire où j'ai mes 5 points au débat à ce moment-là, mais à la revente j'ai une décote incroyable. C'est un bien qui est liquide. Personne n'en veut, personne ne va acheter ça. Du coup, qui est pas liquide. Ouais, ça, qui est illiquide. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Et personne n'en veut parce que maintenant on est plus renseigné quand même et il y a d'autres modes de détention qui sont tout aussi intéressants et qui n'ont pas ce côté négatif là qui est une vraie épine dans le pied, quoi. Bah, du coup, dans ce podcast, on va balayer un peu toutes les actus que j'ai pu retrouver ces derniers temps, des douleurs et des questionnements. On va commencer par la première actu. Depuis le 30 juin 2025, il y a eu un rapport parlementaire il y a eu un choc fiscal pour lancer l'investissement locatif, amortissement de 5% pour le neuf, 4% pour l'ancien, avec travaux, déficit foncier porté à 40 000 € par an, bonus de plus 1,5% pour le loyer modéré et maintien du régime réel LMNP. C'est des mesures massives applicables à partir de soi-disant décembre 2025 qui pourraient totalement changer le jeu fiscal. Voilà. Du coup, Arthur, Axel, est-ce que ça change vraiment ? Déjà, pour rebondir sur ta petite présentation, ça se voit que t'as rien compris, mais c'est normal. Et en fait, je fais cette blague parce que je pense que tous les Français l'entendent de cette même manière. Donc là, t'as dû le lire sur un prompteur parce que c'est complexe. Donc c'est ça aussi le sujet. Et tu nous as préparé nos fiches et on a travaillé après avec Axel sur les interventions de Valérie Létard, sur ce qui se dit, ce qui va se faire. On avait déjà eu d'ailleurs il y a 1 an avant la loi de finances des premières ébauches qui étaient vraiment très ciblées location saisonnière. Il faut comprendre que déjà on va débattre avec Axel là-dessus, mais c'est pas simple. Il y a pas mal de choses qui sont c'est pas encore figé. C'est des propositions et c'est ce qui rend l'investissement et surtout la partie structuration fiscale intéressante. Parce qu'il n'y a pas le modèle qui est parfait. Il y a un modèle parfois qui s'adapte à des situations. Ou alors, moi je crois beaucoup en ça et je sais qu'on partage tous ça ici. Il y a surtout un espèce d'équilibre à aller trouver et de diversifier ces investissements. En tout cas, et après je te laisse ouvrir le bal. Ça, évidemment, on comprend que c'est une guerre contre la location saisonnière. Ça, c'est factuel. Mais pas que. Il y a aussi on veut relancer cette industrie, on veut relancer ce secteur économique qui est l'immobilier, les travaux, un peu plus d'argent dans les caisses de l'État avec les frais de notaire, hein, parce que là il y a eu une baisse qui était assez importante et évidemment tous les coûts qu'ils ont pris avec cette baisse de l'immobilier. Donc en tout cas moi à titre personnel, étant pas un ultra fan de ce type d'exploitation, là, je vais commencer à le regarder. Si surtout les 2 dernières phrases, mais je te les vole pas, rentrent les deux points en action, là, on peut commencer à regarder cette exploitation et je pense qu'on peut, dans les propositions qu'on fait aux clients aujourd'hui sur plusieurs catégories d'actifs, avec plusieurs objectifs, je pense que là, ça va devenir pertinent. Donc voilà, je te laisse, Axel. Je suis pas sûr de partager les 2 dernières bullet points avec toi. Pour être transparent, il y en a un, c'est sur
l'exclusion de l'impôt sur la fortune immobilière, j'y suis pas encore soumis, donc ça me concerne pas tout à fait. Moi aussi. Bon, l'exonération des plus-values, c'est intéressant, mais là, en fait, j'ai lu le rapport et il est assez complexe, donc je comprends que t'aies pas tout compris, et c'est assez normal, parce que j'ai mis du temps, j'ai reballé plein de points assez particuliers, mais plutôt que faire une guerre contre le Airbnb, comme tu le dis, ou location courte durée, Arthur, je pense que le but de cette loi, c'est vraiment, de cette proposition, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Hein. Aujourd'hui, c'est des parlementaires qui ont déposé un rapport. C'est de voir comment on va pouvoir redynamiser le neuf, qui s'est cassé la gueule. Les promoteurs se sont cassés la gueule les dernières années, les constructeurs, etc. Ça a été catastrophique. Les agences immobilières aussi, il y a eu un nombre insensé de fermetures. Donc, c'est de relancer ce marché-là en relançant aussi l'investissement locatif, donc par le biais de l'investissement locatif. Il y a eu tellement moins d'investissements ces dernières années parce que la fiscalité est changeante, parce qu'il y a des normes sur les DPE qui sont compliquées et qui font peur aux clients. Donc là, ils se disent, faut qu'on redynamise. On n'a pas touché à location nue, à la fiscalité de la location nue depuis des années. Elle est évidemment moins intéressante que la fiscalité sur la location meublée. Donc on apporte quelques modifications qui vont forcément avoir un impact intéressant, un impact positif, mais on garde nos préférences avec Arthur, continue à privilégier pour l'instant la location meublée, parce qu'aujourd'hui c'est à un tel niveau que c'est vraiment bien plus intéressant. Ça, vous avez jamais fait de location courte durée non meublée? Ah, tu peux pas? Tu peux pas? Tu peux pas? Mais va prendre Airbnb dans lequel t'as pas de meubles. Avec tes meubles pour 2 jours. Non, mais après, c'est pas une question qui est rigolote, mais c'est normal que tu demandes ça. Mais non, t'es forcément en Airbnb, en colocation, t'es forcément sur de la location meublée. C'est d'ailleurs, et pour moi, ça, c'est juste, tu vois. Étant propriétaire d'Airbnb, de para-hôtelier, de courte durée, évidemment, ça m'arrange pas, mais objectivement, il doit avoir une distinction entre la location meublée longue durée et la location meublée courte durée. Objectivement, en tout cas, si je me mets dans les chaussures de l'homme politique, ça m'arrange pas, mais c'est objectif et ce serait juste de le faire dans ce sens-là. C'est pour ça qu'ils ont touché au forfait. Ouais. Ils ont pensé avoir un impact, mais personne ne fait du forfait en meublé, tout le monde est au réel, donc leur impact était minime. Mais oui, c'est logique, on parle de crise de logement, il y a de plus en plus dans les zones tendues, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, il n'y a pas de construction, donc il n'y a pas de nouveaux logements. Et donc si tu rajoutes une tension, si tu accrois la tension avec des locations courte durée, forcément tu diminues encore l'offre de logement disponible et ça pose des vraies problématiques. Donc c'est normal qu'ils touchent à location courte durée, ou en tout cas qu'ils essayent de valoriser les autres modes de détention. Mais tu vois, avant de revenir sur ce sujet et qu'on s'éloigne pas trop parce qu'on peut bifurquer, moi j'arrive pas à répondre à cette question-là. En tout cas, ils répondent pas, j'ai mon idée, mais une ville comme Saint-Malo, une ville comme Deauville-Trouville, des villes comme ça, au bout d'un moment, les méthodes de consommation, elles ont changé. Les gens ont plus forcément tous envie d'aller à l'hôtel. Ils ont envie de pouvoir faire à manger, ils ont envie d'avoir des endroits d'être dans un endroit où ils peuvent de communion. C'est-à-dire, tu vas à l'hôtel, à part si tu vas en club, tu vas pas chacun rentre dans sa chambre. Là, dans un Airbnb, le soir, on peut jouer aux jeux de société, on peut parler, c'est vraiment une façon de consommer qui a changé. Avant, ça existait, mais c'était des gîtes de France, mais c'était pas autant. C'était très rural. Mais aujourd'hui, certes, les investisseurs, tu prends à Trouville, Deauville, les investisseurs, il va louer son studio 400 € ou gagner 2000 € sur Airbnb. Ok, on va lui mettre de la contrainte. Mettons-le de la contrainte. Mais du coup, qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui une ville balnéaire comme ça, toute l'année? Non, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'il y a pour moi, la réglementation, elle doit se faire d'un point de vue, c'est pas forcément lié à la fiscalité propre, mais plutôt d'un point de vue urbain au niveau des villes. Par exemple, t'as pris l'exemple de Saint-Malo, on va prendre l'exemple de Dieppe, qui est un peu similaire sans doute. Grosse ville de plaisance, avec leur festival de cerf-volant, c'est impressionnant. Enfin, les chiffres à Dieppe en courte durée, c'est fou. La ville a pris une mesure de faire des quotas par quartier. En gros, les quartiers les plus proches du bord de mer, un certain quota, un peu reculé un autre quota, etc. Pour limiter le nombre de biens en Airbnb. Et en vrai, pour moi, ça devrait juste être ça qui devrait être impacté, et non pas une fiscalité forcément changeante. Comme ça, t'as une prise de décision qui est possible à l'échelle locale. Moi, je suis d'accord, mais pas complètement. En tout cas, je ferai encore un ajustement. Pourquoi mon voisin a le droit de le faire et moi, j'ai pas le droit de le faire? Tu vois, moi, ce que j'avais bien aimé comme loi, je l'ai vu aussi, parce que d'aujourd'hui, au niveau de la location saisonnière, les villes ont leur propre libre arbitre sur ce qu'ils vont mettre en place. Donc, chacun teste des choses.
Moi, ce que j'aimais bien, d'ailleurs, c'était le cas à Saint-Malo, je sais pas si c'est toujours le cas, et c'était un bien par personne, par foyer fiscal. Moi, ça, je trouve ça super, tu vois. Ouais, c'est juste, ça évite les multipropriétaires, les baleines qu'on Exactement. Et à Dieppe, justement, en 2027, ils font, dans le cadre du travail, on appelle beaucoup les mairies, on parle beaucoup avec eux, avec les élus, pour échanger, voir quels vont être les modes d'évolution, enfin les tendances à venir. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas légiféré. Tu peux être propriétaire, avoir... il y a 60 biens dans le quota, bah, tu peux avoir les 60. Exactement. Mais en 2027, ils repartent tout le monde à zéro. Tout le monde repère ses droits. Donc c'est dur pour certains, je pense qu'on fait tout leur BP, tout leur business plan sur la courte durée. Mais au moins, ce sera limité à un par foyer Et fiscal. tu vois, ça, je trouve ça top parce que il faut se dire, moi par exemple, je connais des gens, j'ai pas mal de biens sur la côte fleurie. Et du coup, je rencontre mes voisins. Et il y a des personnes âgées, on va en parler aujourd'hui, je sais pas si on va en parler, mais on va parler de la retraite qui va faire que baisser, qui est pas énorme pour beaucoup de personnes en France où les gens ils galèrent. Bah, ils ont eu la chance d'avoir un logement à cet endroit-là. Nous, alors oui, ils peuvent vendre et ils pourraient aller dans les terres, mais non, c'est chez eux en fait. Donc ils ont pas envie de vendre, ils veulent terminer leur vie où ils l'ont peut-être démarré. Mais par contre, c'est ce petit logement qu'ils ont dans leur jardin qui les fait vivre en fait. Moi, pour te dire, dans un de mes logements à Oulgat, je peux donner la ville, je m'en fous, c'est la dame qui vient faire le ménage chez moi, c'est quelqu'un de très âgé dans ma location saisonnière. Et à la fois, je suis content de lui donner un travail, mais d'un côté, ça me fait mal au cœur, quoi. Je me dis, mais ça pourrait être ma mère ou ma grand-mère. C'est catastrophique. Et du coup, tu as ce genre de personnes âgées qui du coup, vivent du petit appartement qu'ils avaient acheté à l'époque ou qu'ils ont, et c'est leur gagne-pain. Et pour moi, c'est catastrophique. Tu vois, et encore une fois, j'ai aussi des immeubles avec que de la location saisonnière. Bah ça, quand tu vas me tirer une balle dans le pied, mais passons en para-hôtelier. Et c'est un business et on paye 10%. Et par contre, du coup, on peut déduire et on le fait professionnellement. Mais ça fait du filtre. Mais dans les villes comme ça, ou même partout, il faut le limiter à un bien par foyer fiscal. Sinon, tu deviens professionnel. Mais je trouve que c'est trop drastique, tu vois. Trop, comme tu dis là, on prend les dés et à la fin de l'année, on rejette les dés. Mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi à Dieppe? À Dieppe, en gros, 2027, ils vont tous ceux qui ont aujourd'hui une autorisation pour exercer du Airbnb, tout va être supprimé. Tout est remis à zéro. Du coup, plus personne n'aura le droit au Airbnb. Si, ça va être ils vont refaire, je sais même pas s'il y a trop de demandes, si c'est par foyer fiscal, enfin si c'est par tirage au sort, je sais pas comment ça va fonctionner. Ok, ouais, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est un bien par foyer fiscal. Mais c'est beaucoup plus juste. Ça devrait être la mesure prise partout où il y a des problèmes de tension locative. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de prendre des mesures quand il n'y a pas de problème de tension. Il y a des villes qui ont trop besoin de la courte durée. Sinon, prends Avignon, ils ont un festival qui est le plus grand du monde, au moins d'Europe, c'est sûr, de théâtre. Ils n'ont pas la capacité hôtelière d'accueillir autant de voyageurs dans l'année. Bah, Avignon ne fera rien contre la courte durée. Et quand on échange avec les mairies, même s'il y a un changement demain de direction politique, ce sera la même chose. C'est la logique de la ville, ils ne peuvent pas y toucher. T'as des villes qui sont revenues, hein. T'as des villes qui ont beaucoup avancé en resserrant les vis et en étant des restrictions fortes, qui reviennent. Les commerçants, ils sont partis toquer en disant hey, remettez des touristes dans les rues là. On a les bars, les cafés, les restaurants, ils fonctionnent grâce aux touristes, Bien plus sûr. que grâce aux locaux. Donc, les artisans, parce que quand tu dois faire un bien Airbnb, bah, c'est rarement un bien un peu. Si c'est un bien moche, ça marchera pas. T'es obligé de mettre des travaux. Les travaux, qu'est-ce qu'il les fait? Souvent, c'est l'artisan du coin. Bah, tu fais vivre toute une industrie et t'as du ruissellement. Donc, Et je trouve que ça va un peu à l'encontre de la redynamisation des centres-villes, des hypercentres avec... moi, désolé, j'ai pas été assez précis, mais quand je parlais des artisans, je parlais du petit artisan qui fait de la poterie, qui fait de choses là. Et c'est aussi ça, la France. Tu vois, bon, c'est son histoire, c'est l'artisanal, c'est tout ça. Mais ces gens-là, ils fonctionnent parce que t'as des touristes, des gens qui reviennent avec un souvenir dans la ville. Bah, en plus de ça, t'as beaucoup d'hôtels aujourd'hui qui sont en dehors des villes. En tout cas, il y a eu la même chose que les centres commerciaux. Il y a eu aussi ça, c'est sorti des centres-villes. Moi, je trouve qu'on joue un jeu risqué sur cette partie-là. Et je vous propose de revenir sur le sujet. J'allais dire, on s'est un peu étendu, mais en tout cas, ouais, moi je pense que c'est bien de prendre des mesures fiscales, mais c'est mieux de réfléchir à l'échelle locale, et c'est pour ça qu'on a fait cette parenthèse-là. Et que d'un point de vue fiscalité, il y a quand même tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a quand même des mesures aujourd'hui ou des véhicules d'exploitation qui permettent d'avancer
de pérenniser son investissement sans qu'il y ait trop de changements, sans qu'il y ait on n'est pas sur une fiscalité qui est forcément très changeante en SCI par exemple. Donc, SCI, c'est dur de toucher parce qu'on est sur, à partir du moment où tu touches à la SCI, tu touches à la totalité des véhicules SAS, SARL. Alors, sauf si demain, il nous faut une fiscalité que pour les SCI, hein, ils auraient complètement la capacité, mais ça serait pas dans notre avantage, mais à voir. Non, de toute façon, il y a ce besoin de redynamiser. Je pense qu'il y a eu un enchaînement, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, des taux qui sont montés, de la hausse des matériaux, des effets d'annonce BFM. Et donc, du coup, les gens se sont flageolés. Ils se sont dit, oula, on va attendre. Une politique aussi un peu instable. Là, on a retrouvé de la stabilité, mais et encore. Donc évidemment, là, ils n'ont pas le choix. Pareil, c'est cette histoire de DPE. Les gens se sont dit, je peux plus louer. On voit que tous les ans, le DPE devient de plus en plus souple. Apparemment, il va encore s'assouplir en 2026 et ils n'ont pas le choix. Tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant off caméra. Tu as dit, mais Paris, le mètre carré, c'est le deuxième sujet d'ailleurs. Paris, le mètre carré, c'est cher. Mais attends, si je fais mon DPE, enfin le mètre carré, du coup, je paye le mètre carré 14 000. On parlait des beaux quartiers. Ben, dis-toi, là, quand tu dois isoler, tu dois mettre 16 cm sur les murs à l'échelle de la totalité de l'appartement. C'est trop marrant avec leur. L'intérieur, du coup, hein, tu perds du. Bah ouais, mais t'es en ABF, t'es en bâtiment de. C'est des bâtiments où tu peux pas isoler par l'extérieur. T'es un haussmannien, tu vas pas lui mettre une isolation comme à Bondy. C'est pas possible. Ouais, bah... Tu vois, donc du coup, tu vas le faire par l'intérieur. Mais moi, à l'intérieur, je suis un investisseur, donc je suis en train de dire là. Ah, donc là, en fait, je suis en train pour ton petit plaisir là, je vais faire ça. Alors attention, je suis pas en train de dire. Les mecs qui en avaient rien à faire. Passoire thermique, etc. Ouais, exactement. Où ils changeaient pas les fenêtres, où ils faisaient vraiment rien, minimum syndical. Je suis pas en train de dire qu'eux, ils ont raison non plus. Mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Et va mettre un ballon thermodynamique dans un appartement de 16 mètres carrés dans Paris. Ok, super. Ou une PAC. Oui, d'accord. Et le bloc extérieur, je le mets où? Sur une façade haussmannienne. Ok, si vous dites oui, on y va. Hein. On va pas me dire oui. Donc là, je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, tu vois quand même que c'est les réformes qu'on a listées, elles sont quand même là pour dynamiser le marché de la rénovation, du seconde main. Donc ils ont fait un petit cadeau aux promoteurs avec une petite différenciation sur l'amortissement qui est 1% en plus. Mais ils ont pris un coup les pauvres, hein, parce que tu payes quand même plus cher que l'ancien. Et amortissement, c'est le 1% en plus, c'est si tu... Dans le neuf, t'as ça, mais t'as aussi le 1,5% en plus que tu peux aller chercher si tu loues, mais c'est du social. Ouais, mais je pense que dans le neuf, tu n'auras pas besoin de faire les 15% travaux. Les 15% travaux, ils sont que pour les 4%. Donc, ils t'augmentent quand même un petit peu ton amortissement sur le nu. Mais tu sais que tu l'as payé, à part si tu as fait on est à Massy ici, à part si tu as fait le bon pari et tu as acheté à Massy et que du coup, la boule de cristal de l'immobilier, au moment où ils te l'ont vendu, le fait qu'ils t'aient acheté plus cher, si le quartier prend, fine. C'était à Noisy-le-Grand. Dans le quartier qu'ils ont fait dans les nouvelles constructions, c'est pas drôle. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Le quartier, il a pas vécu de la même manière. Voilà. Donc, le nu, je pense qu'ils sont. Le neuf, ça va être encore un peu dur. Ils vont encore manger des cailloux pendant un moment. Les taux leur ont fait mal. Les rentabilités, elles étaient OK quand tu étais à 1%. Maintenant, c'est assez dur d'exciter des gens. Après, ils arrivent encore à rassurer. Oui, certains. Les gens qui ont peur des travaux et exactement. Qui ça rassure d'aller dans du neuf. Etc. Exactement. Même si, vu qu'on tire les prix dans le neuf, t'as tellement de malfaçons qu'à chaque fois, t'as presque plus de problèmes dans du neuf que dans de l'ancien. Récemment, en tout cas. Ouais, les problèmes d'infiltration, etc. Donc, mais oui, ça va relancer. En tout cas, c'est bien pour l'économie qui fasse ça, enfin, qui propose ça. Encore une fois, il faut que ce soit accepté. Et surtout, moi, la mesure qui me plaît le plus dans tout cela, c'est le fait de pouvoir exonérer les plus-values au bout de 20 ans. Aujourd'hui, on est à 30 ans, si j'ai pas de bêtises. 22 pour l'impôt, 30 ans pour charge. Ouais, mais là, ils veulent tout. En gros, leur proposition, c'est de tout mettre à 20 ans. C'est quand même. C'est pas malin. Ça, et au niveau de l'exclusion de l'IFI pour les biens en longue durée, pour des gens qui commencent à avoir des beaux patrimoines, c'est intéressant. Hein, parce que ça chiffre vite. Hein, et moi, j'avoue, j'ai toujours eu du mal avec cet aspect-là. Dans le sens où quand je vais créer de la valeur, alors encore une fois, on est là pour, c'est une approche quand même assez héroïste, d'investisseur, donc je le fais pas parce que je fais du social quand je le fais, mais je trouve quand même qu'on contribue au développement et je trouve quand même que à toutes les étapes où on paye et à la fin on te rajoute l'IFI, toujours un peu du mal avec ce concept. Et encore une fois là, allez, ok, si je suis sur une démarche hôtelière,
et ça devient mon business, là, ok. Et encore, parce que l'hôtel, c'est une activité. Mais ils veulent. Enfin, Et ils en tout cas, en faisant ça, moi, je pense qu'ils veulent surtout redynamiser évidemment l'investissement, mais ils veulent taper sur les résidences secondaires, taper sur les logements vacants, parce que je sais pas si tu te balades des fois à Paris, tu te balades avenue Foch et tu comptes le nombre de volets qui sont ouverts. C'est une minorité. Tu as beaucoup plus de logements avec des volets fermés qui sont détenus par des étrangers qui ont investi à Paris parce que Paris, c'est Paris. En fait, c'est ceux-là qui visent, quoi, je pense, parce que c'est que des biens qui explosent l'IFI. Donc, je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, ça, c'est les deux, là, hein, le 20 ans et l'IFI, et évidemment aussi les 40 000 euros, hein, parce que les 40 000 euros de déficit foncier commencent à devenir pertinents. On en parlait, on est en train de développer des outils internes pour que les clients puissent aussi faire des simulations sur leur patrimoine. Des arbitrages. Des arbitrages. Et ça, en vrai, nous, évidemment, on est plus reconnus pour faire de l'investissement plus dynamique que ça. Mais là, il y a on avait déjà ces réflexions, mais là, il y aura une vraie réflexion sur j'achète un actif ultra dynamique, j'achète cet actif qui est là pour aller taper mon impôt. J'ai ma situation personnelle et je vais faire ce qu'on appelle de l'intégration fiscale, mais pour on va dire simplifier la chose, je vais faire un cocktail de tout ça, un mix, un smoothie de tout ça pour essayer d'aller du coup travailler mon impôt, l'optimiser. Et 40 000, c'est pas 10 000. Donc honnêtement, c'est une belle avancée. Hein. Ouais. C'est une belle avancée, ça serait une belle avancée, que ça soit à titre personnel pour les gens qui investissent tout seuls, ou que ça soit nous à titre professionnel dans les différentes stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Là, on sera encore plus à l'aise de proposer ce genre de choses. Et on le voit, hein, je trouve que c'est pas la même chose quand tu vas dans une ville et tu vas faire full rentabilité, et à des endroits où on a des clients qui nous disent non, je veux un beau bâtiment, je veux être du patrie, quoi. Du patrimonial. Je veux être fier de ce que j'ai. Ouais, exactement. Je pense des beaux immeubles là où on a acheté le magasin de musique où ils vendaient des violons. On est sur une belle façade, un beau magasin. En plein centre de la ville, en face de la mairie. Exactement. Non, c'est sûr. Donc je pense que ça va remotiver des gens. S'ils assouplissent un petit peu une DPE et que là on motive à faire les travaux et que les banques suivent. Et qu'en plus dans certaines villes tu peux avoir les aides de la ville pour redynamiser le centre-ville, etc. Ouais, exactement. En fait tu arrives sur au départ un projet qui est pas forcément très excitant. À la fin, avec les aides que tu vas pouvoir avoir avec la fiscalité un peu changeante dans ce sens-là, ça change un peu la donne. Et d'ailleurs, alors je sais pas si c'est déjà en ligne ou si c'est pas été encore évoqué, mais si ça se couple avec l'action cœur de ville, ça peut être j'imagine. Mais ça peut faire un vrai cocktail Molotov. Hein. Ça peut être très 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 intéressant. Il faut voir quel va être leur positionnement par rapport à ça. Ça peut être vraiment vraiment cool. Hein. Mais pour moi, ça viendra forcément pas se cannibaliser parce que c'est deux enjeux. C'est une action, exactement. Ouais, c'est deux enjeux qui sont pris par des acteurs différents et qui n'ont pas forcément les mêmes impacts initiaux, qu'on peut recoupler quand on est smart, mais qui n'ont pas forcément vocation à être couplés au départ. Là, vu que nous, on en fait, si on arrive à faire ça plus l'autre, là pour le coup, il y a ça serait une vraie dynamite. Action Cœur de Ville, juste Ayman, pour te donner du contexte, c'est en gros, il y a plein de centres-villes qui ont été délaissés avec l'implantation des centres commerciaux en périphérie. Et les mairies, les collectivités, les agglomérations, les départements donnent des moyens pour la rénovation des espaces en centre-ville pour justement redonner vie dans ces logements-là. Et en fait, c'est pas très connu, mais tu as des aides qui sont vraiment conséquentes. Là, par exemple, sur un projet à Romans-sur-Isère, on peut finir sur un dossier à moins de 400 000 euros pour un immeuble où on a 5 lots et on a 70 000 euros d'aide. Enfin, c'est énorme, quoi. Donc, tu récupères l'argent, donc il faut l'avancer initialement. Quand tu récupères l'argent, tu peux t'en servir pour refaire un apport, pour réinvestir. Donc et tu es éligible à des prêts à taux zéro, et tu es éligible à des prêts sur des durées très très longues. Donc il y a des beaux mécanismes. Tu peux aussi, si par exemple tu as 4 logements, tu peux avoir un logement où tu choisis l'exploitation que tu veux. Ouais, tu peux jouer avec. Juste administrativement, c'est lourd comme dossier. Et c'est des gros travaux. C'est long, non? Même nous, à étudier, c'est complexe parce que y a plein d'intermédiaires différents. Faut appeler la mairie, faut appeler le département, faut appeler l'ANA. Il y a une zone limite. Zone bien ouverte, mais il y avait de zone limite, ouais. Et là, tu vois, il y a des régions, quand on l'a déjà fait, on s'entend bien avec la personne. Donc là, on a le numéro direct. Elle connaît son sujet par cœur. Du coup, on gagne vachement de temps. Mais et dans quelle ville? Vers Saumur. On a Saumur, vers Saumur, on a là plutôt en dessous de Lyon, vers Romans-sur-Isère. Mais il y a
Il y a, je sais plus, il y a 47 villes, je crois, en France qui sont éligibles à ce dispositif-là. Et ce qui est bien, t'as vu, c'est pas que la ville, c'est aussi aux alentours. Ouais, ça peut être C'est juste que les aides peuvent descendre, peuvent varier en fait. Parce que, ouais, il y a une échelle. Ok. Ça peut varier. Mais en tout cas, moi, en tout cas, pour conclure, après, Axel, si tu as autre chose pour conclure ce sujet, si les banques suivent le financement des travaux, quand je dis suivre, c'est que qu'elles acceptent que la valeur des murs soit en dessous des travaux qu'on va financer. S'ils acceptent leur loan to value, c'est-à-dire, OK, j'ai acheté tant mes murs, j'ai mis tant de travaux, mais à la fin, ça vaut tant, ça va être vraiment, vraiment intéressant pour l'investisseur en lui-même, pour tout le monde en vrai. Ça va être vraiment, vraiment top. Là, il faut vraiment que les banques, elles suivent ça et qu'ils arrivent dans leur projet de loi, qu'ils arrivent aussi à mettre les banques au diapason, parce qu'il y a eu des moments où ils nous ont quand même bien cassé la tête sur oui, les travaux ne doivent pas dépasser 30-50% de la valeur du bien. Là, ils sont un peu adoucis, mais voilà. Si on est sur ce loan to value, magique. Ok. Mais ça, là, sur ce que tu dis, il y avait des conditions. Je pouvais pas acheter un appartement, un immeuble à 20 000 euros et faire 100 000 euros de travaux. Exactement. Ça, C'est pendant un compliqué. moment, ils nous ont vraiment pris la tête avec ça. Ça dépend des organismes bancaires. Sans les citer, il y a des organismes qui sont plus souples. C'est des décisions en local, qui connaissent bien leur marché. Souvent, les banques qui sont régionales. Les banques nationales sont une étude ont des espèces de règles comme ça. Après, c'est en fonction aussi de ton interlocuteur. Mais ils nous ont beaucoup embêtés avec ça. Donc, c'est la façon dont aussi on va présenter le dossier à la banque. Et c'est ce qu'eux, ils vont accepter dans la réglementation d'octroiement de prêt. Donc, j'espère qu'ils vont assouplir ça et qu'ils vont arrêter de réfléchir avec des calculs de je sais pas où ils sortent, mais des calculs beaucoup plus rationnels de se dire, OK, combien ça coûte à la fin? C'est-à-dire que si je veux revendre, si le créancier ne paye pas, est-ce que je suis capable, en revendant, de retomber sur mes pieds? Ça, moi, je suis d'accord avec la banque. Parce que on n'est pas au pays des bisounours, il faut qu'ils s'y retrouvent. Mais c'est pas parce que j'ai très très bien acheté et que je vais rénover, mais s'il te plaît, aie l'expertise à la fin. Donc, soit des estimations d'agence suffit, soit eux, ils ont des outils en interne avec un point gouv DVF, ils arrivent à recoupler, soit qui mandatent des experts immobiliers, mais qu'on réfléchisse à des choses pragmatiques. Clairement. Nous, on a eu l'exemple avec un promesse, mais je pense que la banque, il n'y aura pas de difficulté parce que tout est vu en interne. On est sur un immeuble qu'on achète 45 000 euros, on rénove tout, on finit à 190, je crois. Mais à la fin, la valeur du bien, elle est au-delà de ça. Donc, il n'y a pas de sujet dans ces cas-là, en théorie. Il ne devrait pas y en avoir, il ne devrait jamais y en avoir. Mais ouais, ça a été complexe. Mais oui, tu as raison, c'est un bon point. Ça vous est déjà arrivé une personne qui fait un projet et qui revend directement après le bien? Bah, on a des clients qui nous mandatent en ce moment en se disant on achète un immeuble à rénover. Exactement. Et ils veulent par exemple, s'il y a 5 biens, qu'on revende les 4 biens et qu'ils en gardent un libre de droit. Okay. Libre de crédit, pardon. Libre de crédit, ouais. Donc ça peut faire partie d'un cahier des charges. Il faut qu'ils acceptent par contre d'aller dans des villes. On ne pourra pas le faire à Bordeaux ou en tout cas, ça s'appelle un métier. Le métier s'appelle du marchand de biens. Bien, oui. C'est pas l'accompagnement qu'on fait chez M Capital, mais ça peut être dans les critères. Et là, en ce moment, récemment, je sais pas pourquoi, on a eu une petite traîne, mais on a eu quelques clients qui voulaient ce type de projet entre 350 et 550. Voilà, c'était ça leur objectif. Donc là, pour le coup, on va en parler aussi aujourd'hui, mais heureusement qu'on a des outils d'analyse pour regarder les anomalies de marché, le prix d'achat, on connaît nos prix de travaux, le prix de revente. Ça nous permet, avec de l'IA, de détecter dans une ville de minimum 10 ou 15 000 habitants. Comme ça, on sait qu'il y a de la démographie, qu'il y a du besoin. Et boum, ça nous sort toutes les annonces qui sont éligibles à ça. Évidemment, après, il faut qu'on aille vérifier avec les différents experts et les acteurs. Okay. Mais en tout cas, oui, on peut avoir ce genre de brief. Ok, parfait. On passe à l'actu numéro 2. Paris. En gros, Paris, les prix baissent, mais les bons deals sont invisibles. Sur le papier, Paris semble redevenir abordable. Les prix ont baissé de près de 10% entre 2021 et 2024, avec une légère reprise en 2025. Mais dans les faits, les vrais bons dossiers, ceux qui se signent, circulent en off-market. 10 à 20% des ventes, souvent les meilleures, ne passent même pas par les plateformes. Je disais, est-ce que vous êtes OK avec ces chiffres-là, 10 à 20% d'off-market, notamment à Paris? Bah écoute, je vais laisser Axel, l'expert parisien, répondre. Bah, par définition, c'est dur de savoir le volume d'off-market parce qu'on n'est pas forcément au courant des deals, etc. Mais oui, c'est à peu près l'ordre d'idée. Pour venir à ce que
que tu introduisais sur ce sujet. Je pense qu'il faut remettre du contexte sur Paris et pourquoi le marché parisien est ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, Paris, quand je dis à l'époque, c'est il y a 25 ans, dans les années 2000, le prix du mètre à Paris, on est autour de 3 000 € du mètre. Aujourd'hui, on est un peu en dessous des 10 000, pardon. On est à 9 750, je crois. Donc Paris, on voit que ça fait ça depuis des années et c'est un marché qui reste sexy parce que c'est Paris, ça plaît aux étrangers, ça rassure. Les Parisiens veulent habiter à Paris. Les provinciaux, souvent se disent je vais investir à Paris, je vais passer mon argent parce qu'on voit que ça fait ça depuis un temps et puis on a toujours un proche à loger, etc. Donc Paris est et Paris restera Paris. Donc là-dessus, je suis pas inquiet sur le marché parisien. Pour expliquer un peu ce qui s'est passé les dernières années et mettre un peu de contexte aussi par rapport à ça, c'est on a le Covid qui fait du mal parce qu'à Paris, on a beaucoup de petits logements, etc. Ça coûte tellement cher. Du coup, le Covid, il y a plein d'habitudes qui changent. On se dit, on va aller vivre en province, ça va nous coûter moins cher, on va voir plus grand, on va voir peut-être même un extérieur. Du coup, il y a une fuite de Paris à ce moment-là. Cette fuite de Paris, elle est couplée à ce moment-là avec une hausse des matériaux, du coût des matériaux. Elle est couplée à une hausse des prix, des taux d'emprunt. Elle est couplée à une instabilité politique nationale et internationale. Et en fait, tout ça combiné, ça crée un cocktail qui est malheureusement catastrophique pour Paris. Ça, c'est le contexte. Et pourquoi les prix ont pu baisser les dernières années à Paris. Maintenant, aujourd'hui, en France, j'ai lu les différents rapports récemment qui montrent tous que Paris est en reprise, qu'on va se rapprocher à nouveau des 10 000 du mètre, qu'il y a des quartiers qui ont perdu de la valeur, le 6e, le 7e, mais c'est des quartiers où on a toujours à plus de 12 000, 13 000 du mètre, donc c'est normal que ça perde. Peut-être pour ouvrir un peu par rapport à ce que tu disais, sur les belles opportunités à Paris et ce qu'on peut réussir avec son réseau, etc. À Paris, il y a des paris à différentes vitesses. On peut pas réfléchir à l'échelle de Paris. C'est immense. Déjà, au sein d'un arrondissement, tu as différents quartiers. Au sein du quartier, tu as différentes rues. Et même rien qu'au niveau des rues, que tu sois pair ou impair, tu prends les Champs-Élysées, pair ou impair, ça n'a rien à voir la valeur. Parce que tu n'as pas le même flux de personnes qui passent, etc. Tu n'as pas le même ensoleillement. Ça change vraiment pas du tout au tout, mais ça a des vrais changements. Maintenant, si tu dois zoomer sur des quartiers qui peuvent prendre de la valeur, tu regardes, avant de rejoindre AM Capital, moi j'étais agent immobilier et je n'ai jamais prospecté. J'ai toujours bossé avec mon réseau parce que ça faisait des années que je faisais de l'immobilier. Je bossais avec une foncière qui m'amenait des biens. J'avais un moyen de sortir les mandats que j'avais avec des acquéreurs. Donc, je n'avais pas besoin de faire forcément une méthode de travail qui était utilisée par d'autres confrères. Mais ce qu'on a observé, c'est que cette foncière-là, elle a acheté à un moment donné, avant le Covid, à des prix hauts, très hauts. Le but d'une foncière, c'est de faire de l'argent quand même. Donc, leur but, c'est on achète, on détient, on revend et on a fait notre plus-value. Cette foncière, elle arrête complètement parce qu'elle a fait que des moins-values sur ses biens. On a tout revendu entre 6 et 8 000 du mètre à Paris. À Paris en 2023-24, quoi, globalement. Et à des prix à 6 000 du mètre. Et à 6 000 du mètre, les clients qui ont acheté à 6 000 du mètre, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'ils vont revendre, ils vont rester dedans même 5 ans. Les frais de notaire seront largement amortis et ils auront déjà fait leur culbute, c'est certain. Ça va remonter. La foncière, elle avait besoin de vendre à ce moment-là parce qu'elle avait des engagements par rapport à son mode de détention. Elle aura attendu 1 ou 2 ans de plus. Elle ne faisait pas du tout la même opération. Okay. Mais du coup, il y a toujours les personnes qui ont acheté, elles ont acheté via un réseau et elles ont fait des belles affaires. Et c'est vrai que ces affaires-là n'étaient pas forcément sur le marché. Donc c'est vrai que tu as des biens en off qui resteront des pépites et qui sont intouchables pour certains investisseurs lambda. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même très vrai. Moi, j'ai jamais acheté à Paris. Tout mon patrimoine, j'ai jamais acheté à Paris. Ça t'a jamais intéressé ? Non, parce que je t'aurais acheté il y a 20 ans, quand on a vu les prix là où t'achetais entre 2 et 4 000 du mètre. Au moment où moi je me suis mis dans l'immobilier, Paris était très cher. Donc non, ça m'excitait pas. En tout cas, je voulais de la rentabilité. Il y avait de la réglementation contre la location saisonnière où il fallait acheter un petit hôtel. Mais moi, j'étais pas sur ce type. Bien sûr. J'étais pas sur ce niveau d'argent à ce moment-là. Donc non, je me suis jamais intéressé à Paris. Jamais intéressé à Paris. Enfin. En tout cas, à titre personnel et même professionnel, on a fait 2-3 opérations pour des clients parce qu'Axel a la compétence. Et vous en pensez quoi du 18e, 19e ? Mon école était là-bas, dans le 19e. Moi, c'était pas Paris du 16. Hein. C'était Paris, il y avait beaucoup d'SDF qui dormaient en dessous des ponts. C'est très, très sale là-bas. Et j'étais choqué quand on m'a dit ici, c'est vraiment Paris. Moi, c'est le quartier où j'ai fait le plus d'affaires. Rue Curial dans le 19e, je parlais de Max Dormois, etc. Parce que tu as les prix qui sont vraiment hyper abordables et que ces prix-là, tu les as pas ailleurs. Et du coup,
Tu prends, bah, tu vois, moi, typiquement, je suis la bonne personne pour aller acheter ici. Enfin, acheter là-bas. J'ai 30 ans, des personnes qui veulent faire un premier achat, qui ont mis un peu de côté, mais qui n'ont pas assez pour aller dans le 8, 17e, 11e, qui s'est bien embourgeoisé aussi. Bah, tu vas dans les quartiers qui te semblent encore atteignables. Tu fais aussi tes paris en te disant, bah, ça va prendre de la valeur. Du coup, tu as une clientèle enfin, tu as une population locale qui va s'améliorer, parce qu'effectivement, tu as eu tous les problèmes avec tous les craquettes, etc. Mais c'est une population qui va s'améliorer et la mairie va tout faire pour dynamiser ces quartiers-là. Les paris, en vrai. C'est les paris sans trop de risques, en fait, enfin, à mon sens. Pour toi, c'est sûr que dans 5-10 ans, ça pourrait devenir comme un... De toute façon, tu vois l'évolution, là, on parlait de la grille, je sais pas comment tu vas peut-être l'afficher, mais tu voyais la grille sur 20 ans, et tu voyais l'évolution en fonction des quartiers. Tu as toujours des quartiers qui sont en peloton de tête, qui sont devant, mais c'est normal. Tu as les Champs-Élysées, tu as le Palais de l'Élysée, et ça sera forcément... le Champ de Mars, le Luxembourg, c'est forcément devant. Mais tu vois quand même que l'évolution, elle se passe sur la totalité des arrondissements, et donc... c'est inévitable. Et comme le disait Axel, tu as une vraie politique aussi de ville, d'arrondissement, où même si tu as payé le moins cher de Paris, tu as quand même payé 7-8 000 ton mètre, et que c'est normal en tant que contributeur que tu aies envie d'avoir tes enfants puissent aller à l'école à pied seuls, enfin avoir de la sécurité, de l'avoir. Donc il y a des challenges, c'est sûr et certain, mais ils sont obligés d'aller de l'avant vers ça, pour ça, et donc ça va... comment dire, dans le bon sens pour le prix au mètre carré. Mais tu vois, par exemple, moi, enfin, je reste sur ma position là-dessus. Je trouve que, en tout cas, les plus belles affaires que j'ai eues dans la main dans Paris, c'était que du réseau. La dernière fois avec ton pote notaire, où tu nous as proposé un truc, Anomalie de marché. Ouais, mais tu vois jamais ça sur le bon coin. Non, impossible. Alors que dans des villes, en province, on trouve ce genre de choses sur le bon coin. Il y a trop de demandes. À Paris, il y a trop de demandes. Il y a trop de mecs qui sont. Il y a trop d'alertes. Il y a trop de personnes qui sont attaquées. Donc là, c'était un petit 18 mètres carrés dans un quartier 18e, je crois, mais pas 18e qui craint. Pas le beau 18e, mais pas le 18e qui craint. Et on était à moins de 5 000 euros. Et mon pote l'a raté. Et il a dit, il y a quelqu'un là qui s'est en off. Hein. Le bien était en off. Il y a eu 3 offres le même jour que lui. Alors que lui, il était dessus direct, quoi. Donc, belle hauteur sous plafond. Tu peux faire une petite mezzanine. Incroyable. Non. Mais tu vois, c'était 3. L'agent l'a envoyé direct dès qu'elle l'a eu. Elle l'a envoyé sans commercialiser. Elle sait que les personnes sont finançables. C'est parti le jour J. D'ailleurs, on aurait pu être là-bas. Désolé d'avance, parce que je sais que vous allez un peu saigner du nez. Là, on est à Massy et je sais que les Parisiens, vous souffrez. J'ai failli acheter les bureaux d'AM Capital. Pas loin de la Tour Eiffel. Pas de vue Tour Eiffel, mais pas loin. Bord de quai de Seine. À des médecins. Ils vendent du off. Ils en vendaient 2 séparés. L'avantage que j'avais sur celui à gauche, c'est qu'en fait, j'avais une cour où j'avais le droit de la couvrir. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec... Je crois qu'ils vendaient ça... Il y avait plus de 120 mètres carrés et ça vendait 4000 ou 4005 du mètre. C'était du local commercial, donc pas de l'habitation. Et surtout, j'avais cette cour que je pouvais couvrir. C'était incroyable. Et on a Massy. J'ai fait une offre au prix. C'était du off-market. Ces anciens médecins, il y avait encore leur cabinet, mais ils n'exerçaient plus. Et comme ils en vendaient 2 collés, parce que c'était à nous de faire la division après, il y a un producteur de musique qui a pris la totalité, qui a fait une offre en dessous, mais comme ils prenaient la totalité, ils ont dit on se casse pas la tête. Hop. Exactement. Mais tu vois, pareil, ça c'est du réseau. J'ai eu en réseau, c'était pas du tout sur les annonces. Non, mais c'est vrai, je m'en rends pas forcément compte parce que au final, moi, tout mon monde tourne autour de l'IMO à Paris et je prends rien que mon appart en loc. On parle même pas d'achat ou autre. J'ai appelé un agent que je connais, je lui dis tiens, cherche ça, etc. Ah bah tiens, j'ai ça qui rentre, viens le voir. Je suis allé le voir en même temps que les diagnostics, les photos. Je me suis pas tapé une queue dans les escaliers avec 40 personnes qui venaient voir. Et t'as un truc sympa avec un extérieur et tout. J'ai un appart hyper cool qui est bien pricé. Et oui, le réseau, le réseau a un vrai impact. Sans doute plus que dans les autres villes françaises. Troisième actu, une de mes préférées. Du coup, en 2025, certaines villes comme Cholet, Niort ou Boulogne-sur-Mer affichent des rendements autour de 6 à 7% pour beaucoup. C'est déjà solide. Mais nous, chez M, on atteint une moyenne de 10%. C'est une vraie question que je me posais. Depuis que je suis arrivé, à chaque fois, dès que je compare le pourcentage de rentabilité que je peux voir sur Internet, les concurrents, etc., et les nôtres, je me dis, il y a un vrai fossé. C'est intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des moyennes villes. Là, les villes que tu as citées, c'est des moyennes villes. Donc déjà, on sort de l'actu Paris.
où on est sur une ville, évidemment, on est sur la capitale déjà, mais même on aurait pu prendre Lyon, Bordeaux, Lille au passage. Là, on est sur des villes moyennes, donc des villes qui sont pas encore, comme t'as cité Paris il y a 20 ans. Donc c'est à nous de faire ce pari-là. Évidemment qu'avec la ville de Paris, c'est beaucoup plus évident. Là, la complexité, c'est de parier sur la bonne ville moyenne qui va monter, où le mètre carré va suivre. Je prends un Montreuil, il y a 10 moins que ça. Hein. Moi, j'ai toujours dit Saint-Ouen-Aubervilliers. Saint-Ouen a monté sur, pas le quartier des Puces, sur l'autre quartier. Aubervilliers suivra, un peu plus lentement, mais suivra. Et voilà. Et donc déjà ville moyenne. Nous chez AM Capital, c'est notre petit péché mignon. On adore les villes moyennes parce qu'on pense que ça soit en potentiel locatif ou même création de valeur, de plus-value latente. Donc combien je vais le revendre après à la sortie. On y croit beaucoup. Là, on a parlé dans le détail de 3 villes, mais c'est le cas d'une liste de 50, 100 villes qu'on va aller targeter en fonction soit de est-ce que le client veut acheter dans cette région ou en fonction de ce qui arrive de notre réseau off-market, parce que c'est le but du podcast. Et d'ailleurs, petite info, hier, un agent avec lequel je bosse beaucoup, qui est un très bon agent, qui va me chercher des biens en off, qui sait bien négocier et qui est fort, hein, qui fait bien son travail tout simplement. Il m'a dit, Axel, tu devrais te renseigner sur cette ville-là parce que, en gros, Toulouse va être reliée à Paris avec la LGV. Ça y est, c'est acté. Enfin. La gare, elle va pas être à Toulouse. Elle va être à Montauban. Montauban, ça va péter. Sûr. Montauban, ça va péter. C'est trop intelligent de penser comme ça. De se dire, vu que ça va être relié à Paris, peut-être les gens vont. Mais c'est logique quand même. C'est logique, mais les gens, ils vont pas penser. Par exemple, là, avec le Grand Paris, t'avais plein. Mais par contre, là, ils ont spéculé. Attends, je te redonne un exemple, mais un contre-exemple. Nous, on est à Massy. Massy, ça a pété. Deuxième pôle économique d'Île-de-France, ça a pété. Il y a le tram qu'ils ont fait entre. Donc là, on est sur un hub, donc on a le métro qui arrive, la gare est en train de sortir. Il y avait déjà le RER B, RER-C, TGV. Et là, ils font tram pour aller à Évry. C'est bon, là, il est en fonctionnement. Ils passent par Longjumeau. Moi, je suis essonien. Si tu me dis Longjumeau, ça va péter, je te crois pas. Désolé pour les habitants de Longjumeau, je te crois pas. C'est ghetto. Alors il y a 2-3 endroits à Longjumeau où c'est pavillonnaire, mais de manière générale, il y a quand même un climat général. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont OK, mais de manière générale, tu me dis pas que le prix au mètre carré va être à 8 000 à Longjumeau, je ne te crois pas. Il montera, il va se gentrifier, OK, mais il aura un plafond de verre. Bref, ils annoncent dans le Grand Paris qu'il va avoir Longjumeau à 2 arrêts de Massy. Du coup, promotion immobilière dans le neuf. Boule de cristal de l'immobilier, on frotte la boule, 8K du mètre, ou 6K, 7K. Enfin bref, ils se sont mis sur les mêmes prix que Massy. Non, concentre-toi quand même. Tu vois, et donc, c'est juste le contre-exemple de, oui, tu faut avoir de l'intuition, avec des informations, et c'est ça aussi, la collecte d'informations, elle est importante, mais tu dois aussi comprendre dans quel environnement tu vas acheter, et d'où tu pars aussi, et quelle est la population, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Hein. 100%, mais là, en gure, l'exemple de Montauban, c'est aussi que Montauban est déjà en train d'exploser, entre guillemets, c'est juste que Toulouse est trop cher. Toulouse, c'est la 4e ville de France, Toulouse, c'est une super ville, etc., mais ça devient trop cher. Donc les Toulousains ou ceux qui bossent sur Toulouse ou proches Toulouse, en fait, ils cherchent une autre ville qui est pas trop loin. Et Montauban va forcément être trop bien desservi avec Toulouse, si c'est pas déjà le cas. Je suis pas un expert, désolé s'il y a des Toulousains. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'une ville comme ça va prendre. Peut-être que ça montrera plus de temps, etc. Mais la ville va prendre, c'est certain. Et donc, quand tu sais analyser ça, voir le potentiel d'une ville, ce que tu peux en faire, s'assurer que tu as un bassin économique, que tu as un pôle étudiant, qui est dense, qu'il y a des projets d'urbanisme, etc., qui sont en train de monter, tu peux cibler les villes et tu sais que tu ne prendras pas des risques, des gros risques. Tu auras forcément du résultat. Et quand en plus tu sais l'optimiser de la meilleure façon possible, on parlait tout à l'heure de Action Cœur de Ville, et que tu arrives à mettre en des stratégies de dynamisation, d'aide, etc., de subventions, en fait, tu as des projets qui sont intéressants et qui deviennent hyper intéressants. Et du coup, tu vas tu dépasses largement les attentes et les moyennes de ces villes-là, quoi. Et du coup, pour presque terminer ce point-là, je pense qu'il faut être capable aussi, donc dans ces moyennes villes, pour les gens qui vont nous écouter, d'analyser pourquoi cette moyenne ville fonctionne. Et pourquoi... Alors, on va parler de l'attrait de la ville, qui va être important pour mon futur locataire, voyageur,
Et après, on va parler de qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette rentabilité à la fin, pour répondre à ta question. Au niveau de la ville, on va prendre ces exemples-là. Pour moi, il y a plein d'indicateurs, mais on va regarder le bassin d'emploi. On va prendre Cholet, qui est dans la région de la Vendée, mais c'est voilà, toute cette région-là, où on est un des taux de chômage les plus faibles en France. Moi, j'ai eu, à titre personnel, on a acheté un grand ensemble immobilier dedans. Le vendeur nous a obligés à racheter le fonds de commerce d'un supermarché en bas. Comme on voulait vraiment l'immobilier, on a dit OK. Aujourd'hui, c'est en location-gérance, Dieu merci. Mais on a galéré pendant 1 an et demi. Et une des galères qu'on a eues, on ne trouvait pas de collaborateurs. On a payé des sociétés de recrutement pour recruter quelqu'un, il n'y a pas de sous-métier, à 1005. Et donc, le seul moyen de recruter, c'était le Pôle emploi qui nous envoyait des personnes qu'ils n'avaient pas réussi à placer sous un programme où on avait une aide et on devait s'engager à en prendre 30% à la fin, on va dire, de la promotion, parce qu'il y en avait par promotion. C'était compliqué, hein. C'était pas simple. Mais à la fin, nous, ce qu'on analyse derrière d'un point de vue investisseur immobilier, c'est que les gens, ils bossent. Donc, ils ont besoin de se loger, ils ont les moyens de se loger. Et du coup, c'est ultra intéressant. Si personne n'a pris pour 1005, ça veut dire qu'ils sont bien, ils ont déjà leur travail. Bah, du coup, ça veut dire que tu auras ça veut dire que économiquement, ça bosse, c'est dynamique. Et donc, ça a besoin de logement. Donc, quand j'ouvre un hôtel, bah, il y a Thalès qui crée du dynamisme, des audits, des clients, des gens qui viennent. Le Mercure, il carbure au milieu de la place de travaux à Cholet. Tu as le Puy du Fou qui fait que se développer, qui est le 2e parc français. Il y a combien de temps de Cholet ? Le Puy du Fou, 30 minutes. Mais c'est le point de chute. Quand tu as les bus qui arrivent de Paris, ou en tout cas sur un tour en France, ils arrivent à Cholet. C'est le point de chute, parce que c'est dynamique. Autour du Puy du Fou, c'est la campagne. Donc, il y a les herbiers, mais c'est surtout Cholet. T'as pas les restaurants, les cafés. Ouais, exactement. Donc, c'est bien pour les touristes, tu vois. Ils ont une vie quand ils rentrent le jour off ou le jour avant de partir, c'est plus sympa d'être à Cholet que d'être dans une petite ville à côté du Puy du Fou. Donc voilà. Et en tout cas, ça cartonne là-bas. Tu prends par exemple Boulogne-sur-Mer. J'y reviens. On était pour des gros clients. Donc je me suis déplacé personnellement. Tu prends Boulogne-sur-Mer, tu as t'as le port qui rentre comme ça, qui s'insère dans la ville. Donc tu as la rive du côté Boulogne-sur-Mer et tu as la rive du côté Le Portel. Énorme promoteur belge apparemment, des informations que j'ai eues. Et ils ont fait du résidentiel, du professionnel et un immeuble en entier d'appartements en location saisonnière. Pas un hôtel, hein. Donc tu pars à hôtelier, un immeuble qui est super grand, 8-10 étages, tout neuf, on dirait. Ce que je te disais l'autre fois, si tu fais juste ça là, t'as l'impression qu'il est à Dubaï le bâtiment. Qu'est-ce qu'il fait à Boulogne-sur-Mer lui? Parce que j'avais moi mes appréhensions aussi sur Boulogne. Je sais pourquoi on conseille Boulogne à des clients, parce que pour moi il y a un vrai potentiel. Mais je trouve qu'il sort un peu du cadre, mais c'est top en vrai. Il est au pied du casino. Boulogne, Ah oui, t'es en train d'acheter à Boulogne, mais c'est aussi ça qui est cool, tu vois. On est parti sur un week-end. On faisait l'ouverture d'un nouvel hôtel qui est super sympa sur le front de mer, à côté de Nausicaa. Donc on testait les chambres et tout, le chef, c'était super sympa le moment. J'entends dans mon lit, j'entends une musique de Tiakola, 2 musiques de Tiakola, 3 musiques de Tiakola. Je dis c'est trop. Je regarde par la fenêtre, une belle vue sur le port, là en showcase. Je dis super, on y va. Et le lendemain, Maître Gims, payé par la mairie. Incroyable. C'est 2 mecs qui doivent, c'est les tickets de ce moment, je pense les 2 plus chers. Hein. Laisse tomber. Exactement. Donc tu dis ok, c'est cool, ils investissent. Il y a le casino, il y a un nouveau cinéma. Le lendemain, on allait faire une vente au Portel. On était là pour plusieurs ventes. On allait faire une vente au Portel, qui est la ville à côté. Aménagement de la plage avec plein d'activités, des restaurants, des trucs super sympas. Si t'es pas trop, tu sens le dynamisme. Tu sens le dynamisme. Quand je suis allé visiter un immeuble à Arras, tu vois de quoi je parle. Tous les trains, en gros, Arras, c'est sur la ligne de Boulogne, tous les trains étaient complets. J'ai dû partir à 6h30. Content. Mais du coup, c'est des bons indicateurs. Et pour clôturer l'actu 3, pour qu'on avance, c'est bassin des assurances, des banques, des mutuelles. Plutôt, ouais. Et voilà, c'est le dernier truc que je voulais parler, c'est que c'est cool d'identifier la bonne ville. Avec le réseau, c'est cool d'avoir des biens qui sont rentables. Là, le réseau, t'as le bon quartier, le bon bien qui est issu d'une succession, ces choses-là. Mais après, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Là, en ce moment, on achète un ensemble de 2 immeubles pour un client. Il faut refaire les planchers. Hein. C'est-à-dire que là, on achète littéralement 4 murs. On enlève la toiture, on la change, on refait les planchers, on refait les aménagements avec les archis, avec ingénieur structure,
société de travaux, le chargé d'affaires Enedis pour les colonnes. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un beau challenge quand même pour un premier investissement. C'est sûr. Même pour un deuxième. Même pour un deuxième. Mais tu vois, sur ce dossier-là, je le connais plutôt bien. On finit à 2002 du mètre avec les frais de notaire, avec notre commission évidemment, avec les frais de notaire, le mobilier. Donc tout inclus, on finit à 2002 du mètre dans une zone où il y a plein de studios, c'est que des studios, dans une zone où il y a plein de studios qui en a plus de 3000. Donc le client sait qu'il fait une belle affaire et nous on est trop contents d'accompagner là-dessus, quoi. Surtout moi, depuis que vous avez lancé la campagne du coup des immeubles de rapport, j'ai vraiment compris que c'était en fait accessible pour moi, dire j'ai un immeuble, le mec il devait être grave riche, enfin je sais pas, mais en vrai quand tu me dis que c'est accessible pour personne qui a une bonne situation et qui peut gagner 2800, 3000, c'est incroyable. Dire t'as un immeuble. Ah, bien sûr, bien sûr. Et il y a mais t'as raison, et c'est d'ailleurs beaucoup de croyances qu'on a, et c'est d'ailleurs beaucoup de personnes se sont directement penchées sur le Pinel et sur ce genre d'actifs, et sans les mettre, il faut des clients pour tout, hein. Mais en tout cas, ils se sont dit la même chose que toi. Les immeubles, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les gens qui ont beaucoup plus d'argent, et c'est pas forcément vrai. Mais par contre, pour clôturer ce point-là, et c'est aussi, encore une fois, je reviens sur le sujet de ce podcast, je pense que c'est un ensemble de 3 grosses compétences sur allez, je dirais même 4 grosses compétences pour vraiment faire la bonne affaire, pour dépasser les 10% de rentabilité. C'est le réseau. Ça, sans ça, il n'y a pas. Pour avoir des biens dans les bons quartiers rentables, qu'on va réussir à rénover, on va créer de la valeur. Une bonne négo. Bonne négo. Comment on fait une bonne négo? Avec de l'information. Donc, ça fait partie merci le réseau. Ensuite, c'est des travaux contrôlés. Et je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, mais c'est l'analyse au départ, l'analyse du secteur, qui va être, c'est l'ensemble des 4 qui va être primordial pour faire une bonne affaire. Ok. De toute façon, on va rester un peu dans cette même thématique. Là, on va parler du coup avec le climat qui change, les habitudes d'investissement aussi, surtout les excès de chaleur, les inondations, la saturation touristique du sud pousse de plus en plus d'investisseurs à se tourner vers les Hauts-de-France, Bretagne, Normandie. Je sais qu'on a beaucoup de clients qui sont en cours d'investissement dans ces zones-là. Je sais que vous avez eu la vision bien avant. Ça fait depuis longtemps. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi je suis breton et Arthur lui il a beaucoup investi sur la Côte-Fleurie, donc forcément c'est des sujets qui nous intéressent et on a forcément déjà eu ce point de vue là. J'adore le sud, clairement le sud restera le sud et la Côte d'Azur c'est quelque chose de particulier, de mythique et de prisé. Mais c'est vrai que t'as les prix, le ticket d'entrée il est tellement cher dans le sud, tu veux passer une semaine en famille mais en fait ça te coûte un rein. Là où en Bretagne tu peux avoir une maison pendant une semaine à des prix qui sont hyper abordables. Donc forcément déjà t'as un changement de regard quand tu regardes la Bretagne vs le sud. À l'époque t'avais sans doute pas autant d'offres que maintenant en Bretagne ou en Normandie pour louer, et du coup t'avais sans doute un marché qui était plus en retrait, en tout cas un marché saisonnier, avec des biens qui restaient plutôt en famille, qui étaient des résidences secondaires, des maisons de famille, mais pas forcément trop à destination des investisseurs. Je pense que tu as beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés parce que c'était abordable. Du coup, ils investissent, ils mettent en location. Du coup, les gens se passent le mot aussi quand tu es allé en vacances. Je suis allé en vacances en Bretagne, on a fait la côte de Granite Rose, c'était exceptionnel. On a la Bréa, c'était superbe. T'en parles, tu donnes envie autour de toi, tu mets sur les réseaux, tu mets des petites photos de la Bretagne. Et du coup, ça t'amène de l'attrait sur ces zones-là. Et je sais plus, excuse-moi, le thème de la question initiale, c'est pourquoi En fait, ça, c'est surtout la vision de se dire, ok, le sud. Pourquoi maintenant on va dans l'ouest de la France? Pourquoi les gens vont dans l'ouest de la France? Ok. Et alors, sans faire un podcast à la Hugo Clément, mais il y a clairement le réchauffement climatique qui rentre en jeu. Tu vois, l'année dernière, moi, j'étais dans la RPI en Provence. Quand tu tapes du 35-37 degrés, tu fais rien de tes journées. Tu vas visiter tôt le matin. L'après-midi, c'est piscine. Et le soir, tu retournes visiter, mais tu es quand même en sueur. C'est agréable pour personne. Tu as des orages qui sont catastrophiques. Tout ce qui va avec, en fait. Donc, ouais, tu préfères te dire, bon, tant pis, je lance un peu une pièce en l'air, mais au moins, j'aurai pas de température insurmontable en Bretagne. Et puis, go en Bretagne, go en Normandie, ou même en remontant, je vais avoir un climat plus sympa, quoi.
Moi, je compléterais. Je pense que la vraie différence entre le Sud, j'ai aussi d'investissement dans le Sud et je ne l'ai pas fait pour les mêmes raisons. En tout cas, pourquoi j'irais, on va dire, tout ce qui est, allez, on va dire à partir à partir de Bordeaux jusqu'à Dieppe. En haut, il y en a, hein, mais il faut vraiment faut bien connaître pour aller investir dans le nord de la France, bord de mer, littoral. Moi, par exemple, Boulogne-sur-Mer, je valide, mais parfois, le Parisien, il comprend pas trop parce qu'il voit pas le côté plaisir. Il se dit, ouais, c'est les Hauts-de-France, mais alors qu'il y a un vrai tourisme belge, on le voit, hein, de toute façon, ça cartonne. Mais en tout cas, pour faire venir quelqu'un de la Côte d'Azur à Boulogne-sur-Mer, il y a des étapes. Donc, restons focus sur de Bordeaux à Dieppe. Il y a le prix. Déjà, le prix, il est beaucoup plus abordable, comme tu l'as dit. Donc, on est sur des tickets moyens où on arrive à avoir un petit appartement, un petit pied-à-terre pour le week-end, beaucoup plus abordable. Ça, je pense que c'est un des premiers leviers. Après, tu as un tourisme qui change, comme tu l'as dit. Là, on a atteint des 50 degrés là, sur la Méditerranée, sur tous les pays, pas que la France. Donc, des chaleurs quand même assez importantes. Donc, dès que tu as un enfant en bas âge, et puis même, comme tu dis, tes journées, tu les vis différemment. Donc, tu as un tourisme qui se dit, oula, il n'y a pas que Port-Bacarès, Nice, et il y a d'autres choses. Et on se retrouve avec la Bretagne qui devient un point de chute de destination. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Tu l'as dit aussi, tu as la partie écologique, voire même éthique, où les gens ont envie de vacances un peu moins surpeuplées, un peu plus sauvages. Tu as parlé de la Côte Fleurie, mais on a tout ce qui est vers Page de débarquement, Anel, etc. Ouais, exactement. Qui sont beaucoup plus sauvages. T'es au milieu des huîtres, des dunes, t'as des touristes mais tu te marches pas, t'es pas en train de piétiner. T'as la petite ville mignonne où là il y a un peu plus de tourisme, mais dès que tu prends la voiture 2 minutes, boum, t'es dans la nature. Donc je pense qu'il y a aussi ce tourisme qui cherche à reconnecter. Et au-delà de ça aussi, en tout cas, on a pas mal quand même de clients parisiens chez M Capital. C'est la proximité, Ouais, c'est à côté. Le sud, c'est directement des 6h, des 8h. Tout à l'heure, vous avez parlé de Toulouse, mais heureusement qu'ils vont mettre le TGV à Toulouse. Si tu prends du last minute à Toulouse, tu peux vraiment avoir des billets d'avion super chers. Donc tu regardes le train. Fais un aller-retour en train couchette à Toulouse de Paris. Quand tu l'as fait une fois dans ta vie, t'as pas envie de le refaire une deuxième fois. Et surtout quand tu fais 1m90. Donc c'est vraiment pas agréable sur ça. Et du coup, je pense que les gens, tu rajoutes l'ère du télétravail où les gens, c'est devenu dans les mœurs. Bah regardez chez nous, il y a des pôles où le vendredi c'est TT. Bah regarde, tu te dis bah moi jeudi soir je vais dans mon appart. Je fais mon TT le vendredi, je suis déjà les pieds dans l'eau, c'est pas mal. Et c'est que 2 heures. Le dimanche, je rentre et je peux reprendre ma semaine. Je me suis pas pris 7 heures de transport. Ouais, tu peux faire une journée sur ton week-end aussi. Ouais, exactement. Et du coup, le dernier point, c'est la vision. Il faut quand même avoir une vision. Soit une vision, mais souvent, ça vient avec la connaissance. Parce que tu te rassures grâce à la connaissance. Donc, aller sur place, aller faire des petits week-ends, louer des Airbnb, comprendre, s'intéresser, et là tu te rends compte qu'il y a des marchés, avoir de la data, et tu te rends compte que bah non, en fait ça marche bien. T'as du tourisme anglais, t'as du tourisme belge, hollandais, tourisme toute l'année. Ouais, exactement, toute l'année en fait. Tu prends, je vais encore faire mon chemin, mais tu prends la Bretagne ou la Normandie, peu importe, ça dépend à qui on te donne, mais pour moi le Mont-Saint-Michel est forcément breton. Mais les touristes, ils sont étrangers, ils sont internationaux. Ils sont français aussi, hein, mais ils sont aussi internationaux. Et du coup, il n'y a pas de saisonnalité comme il peut l'avoir. Dans tous les cas, tu viens pas au Mont-Saint-Michel pour le beau temps. Tu viens au Mont-Saint-Michel pour le Mont-Saint-Michel. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du grand soleil, tu viendras au Mont-Saint-Michel. Et du coup, tous les logements autour marcheront toute l'année en courte durée. Bien sûr. Et les gens, je pense, quand ils viennent en Bretagne, ils sont prêts à venir en hiver parce que la mer est superbe quand elle est déchaînée et qu'elle est belle. Du coup, tu as aussi ce phénomène-là de ne pas se dire ça marchera que 3 mois dans l'année, quoi. Non, c'est uniquement tes prix qui varient, mais c'est la même chose dans le sud. Il n'y a pas de différence. Ok, bon, du coup, dernière actu, comment vous utilisez l'IA pour peut-être les recherches de biens, etc. Aujourd'hui, dans la totalité de la chaîne de valeur d'AM Capital, c'est là où on l'utilise le plus, c'est au pôle immobilier. Parce que par exemple, on pourrait l'utiliser à l'archi. Hein, tu as vu, il y a des espèces de générateurs de vues et tout ça. Non, on fait quand même un travail personnalisé, et ce serait insulter les filles de leur dire de mettre de l'IA. Elles ont fait des longues études, et surtout, on veut un projet différent des voisins. Donc là, sinon, on se retrouve tous avec la même décoration. Je trouve quand même que c'est assez limite. Mais en tout cas, pour l'immobilier, évidemment. Et tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Axel, et dans nos partenaires et surtout chez les anciens, un peu réfractaires à ce changement. On a de la chance, je trouve, dans notre secteur d'activité, on n'est pas un milieu qui est impacté
comme d'autres qui ont perdu leur métier, ou en tout cas qui se sont revus avec leurs honoraires ou même des salariés. Oh, bah, en gros, ils avaient 5 salariés, avec l'IA, ils en ont plus que 3. Je pense à du graphisme, à du montage vidéo, à du voice-over, du doublage, la traduction. Enfin, il y a plein de métiers, même les devs. Hein. Les devs, maintenant, tu vas super vite pour faire des lignes de code. Donc, il y a plein de métiers, évidemment, où les gens vont devoir s'adapter. Ça va créer des nouveaux métiers, ça va en annuler d'autres, ou ça va les optimiser. Nous, l'immobilier, ça reste terre à terre. On achète des murs, on doit contacter un humain qui, lui, doit vendre son bien. On reste sur des choses quand même très simples. Maintenant, c'est est-ce que tu vas à la guerre avec un pistolet à eau ou est-ce que tu vas à la guerre armé à toutes les armes de pointe? Et c'est ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a la vision sur le pôle immobilier et c'est pour ça qu'on s'est équipé de différents outils pour que tes gars, ton équipe soient plus performants. Toi, t'es dépanné. Moi, j'étais tout jeune. Je sais même pas si tu as souvenir de ça, mais il y a 20 ans, les annonces immobilières, c'était dans du journal. Paris vendu. Ouais, dans le journal, tu faisais ta petite annonce et tu mettais ton bien à vendre là-dedans. Donc c'est ouf quand même, juste pour te remettre du contexte. Et ça te prendre pour un méga boomer. C'est-à-dire que pour négocier, c'était comment? Après, le mec qui était dans le journal aussi? Non, t'avais un numéro de téléphone, t'appelais. Okay. Donc t'étais obligé de passer par la personne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et c'est assez ouf. Mais t'es toujours obligé d'appeler. T'es toujours obligé de te rendre compte de comment ça évolue, même si t'as des visites virtuelles, etc. Voir comment le bien est et pouvoir apporter une analyse et une expertise sur le bien. Et petite blague, pour vendre ta voiture, tu vois le parking à Leroy Merlin à Massy? Oui. Pour vendre ta voiture, mes parents, et il y en a plein d'autres qui faisaient ça, ils prenaient leur voiture, ils mettaient une affiche à vendre avec le numéro et ils le mettaient à l'entrée du parking. Ouais. Ça, c'était le bon coin de l'époque. Wow. C'est juste pour que tu nous vois en vieux. Ouais, mais je te laisse retourner avec ça. Mais du coup, non, je voulais juste mettre du contexte et que tu vois un peu l'évolution qu'il y a eu et comment c'est maintenant. Évidemment qu'on utilise de l'IA, parce que on gagne du temps, et 2 parce que c'est une vraie force d'analyse qui nous permet d'être partout. Aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'être partout et de pouvoir analyser différents marchés en un claquement de doigts. Après, on la met au service de notre expertise. On ne fait pas que de l'IA parce que sinon, on ferait des conneries. Clairement, l'IA n'a pas la capacité d'analyse, d'expertise comme peut l'avoir un humain avec ses propres yeux. Et j'ai un bon exemple pour ça, c'est l'autre jour en Côte-Fleury, une zone qu'on aime vraiment bien, anomalie de marché détectée par l'IA. On est 30% en dessous du prix. Alors, juste expliquer aux gens, c'est quoi une anomalie de marché? 30% en dessous du prix. En général, une anomalie de marché, c'est ça, en gros, c'est que t'es pas au prix du marché. Okay. Et pas forcément au prix ou... Après, c'est lié pas au marché, mais c'est lié du coup par rapport au mètre carré. Okay. Par exemple, tu achètes un bâtiment et il y a marqué et ses dépendances et qu'on peut aménager ses dépendances. Mais on va dire l'anomalie la plus simple, c'est il y a un prix de marché, on l'achète en dessous du prix. Si nous, on voit on connaît notre prix des travaux au mètre carré sans déjà pour l'instant connaître ce qu'il y a à faire dedans sur de la rénovation simple, ça nous donne déjà un premier indicateur si oui ou non on est en dessous du prix et s'il y a un intérêt d'aller se positionner. Et on connaît, ça dépend si c'est l'idée de revendre ou si l'idée c'est d'exploiter. On connaît aussi en fonction des villes le prix à la location, le prix au mètre carré à la location. Et toute cette data nous permet de balayer les annonces. Donc ça, là, on n'est pas sur le réseau. Là, on est purement analytique sur la quarantaine de plateformes qui ont des annonces. Okay. On a des outils en interne qui sont IA/scrapping et qui vont analyser la totalité des annonces et qu'un humain pourrait pas faire avec son doigt comme ça. Et d'ailleurs, on a surtout des critères de recherche bien plus précis que tu as sur les annonces. Et quand tu as des anomalies de marché, tu essaies de négocier ou non, tu prends au prix? Toujours. Tu peux toujours essayer, mais ça dépend de qui t'es en face, ça dépend quel est le projet, ça dépend comment est le bien, est-ce que ça vaut le coup de le négocier ou pas, au risque de le rater, parce que les négociations, c'est ça, c'est prendre le risque de laisser passer quelque chose. Et bref, anomalie de marché détectée. On y va, c'est bon, on va sur place vérifier et puis on appelle un partenaire qui est sur la région et qui est un très bon partenaire de confiance, etc., comme on a dans toutes les zones. Et on lui dit, tiens, tu penses quoi de ce bien-là? Il dit, ah ouais, effectivement, ça semble pas mal sur le papier. Il y va, on est en visio avec lui et il nous dit, ouais, Axel, faut pas y aller. Le kidam peut y aller. Avec l'expertise de notre partenaire et la nôtre, on se dit non, on n'y va pas parce qu'en fait, tu as une fissure qui est structurelle et le montant des travaux à injecter pour la réparer. Aujourd'hui, l'appart, c'est un immeuble, les apparts sont bien, sont en bon état quand tu les vois, c'est propre, etc. Quand tu creuses un peu, en fait,
pas un vice caché, mais pas loin. L'IA peut pas te la détecter. Et en fait, la fissure, elle est telle que le projet il tombe à l'eau. Et en face, et c'est aussi l'avantage d'avoir le bon réseau, c'est que notre partenaire, il nous dit Ils vont pas impossible de négocier. négocier. Ok, ouais. C'est un fonds, c'est détenu par un fonds luxembourgeois. Ils en ont rien à foutre. Ouais, si tu prends Clairement. ou tu vas. Ouais. Donc, en fait, on aurait perdu du temps sur un dossier qui aurait été hyper complexe, etc. Parce que là, tu vois, si tu peux négocier, qu'on voit la fissure, c'est pas grave à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, on peut déplacer un ingénieur structure, un architecte du cabinet, la société de travaux. On peut déplacer les gens compétents. Mais là, grâce au réseau, il dit non, les gars, perdez pas votre temps. Venez pas à 2h30 du bureau, ramenez pas des gens qui leur temps vaut de l'argent. Ça sert à rien. Donc, tu vois que l'IA a détecté une opportunité, mais le réseau sur place et le savoir-faire l'a annulé. Ouais, c'est sûr. Mais ça nous a permis de la cibler. Et Ça se trouve, elle était bonne. Et on en a ciblé plein comme ça qui étaient hyper bonnes, sur lesquelles il n'y avait pas de sujet. Là où, encore une fois, où je vais mettre des limites, c'est l'IA va pas pouvoir te voir s'il y a des combles aménageables, à quel point on peut les aménager, s'il y a des dépendances, à quel point on peut les aménager. Tu es obligé de coupler l'IA avec de l'humain, sinon tu n'y arrives pas. Et c'est l'avantage d'avoir, encore une fois, un réseau qui est dense et qui est de qualité. C'est l'avantage d'avoir tous les experts en interne qui nous permettent de sûr. vite tout chiffrer. Et on se rend vite compte si, ah ouais, là, il y a quelque chose à faire, ou alors non, next. Mais tu on peux passe à autre décupler chose. la performance. Parce que des choses qu'on devait faire avant, aller chercher sur un pot.gouv toutes les ventes dans le secteur en fonction du critère, parce que dans un immeuble, il n'y a peut-être pas les mêmes surfaces. Aller regarder la performance locative, aller regarder la démographie. En fait, très rapidement, alors je parle pas que de ChatGPT, des choses un peu plus, des outils qu'on a fait homemade en interne, mais on peut très rapidement avoir un diagnostic immédiat sur, OK, quid de cet investissement, j'ai besoin rapidement de balayer et de savoir si je le considère ou je le considère pas. Ouais, c'est sûr. Donc évidemment, les gars sont beaucoup plus efficaces. Et puis ça nous a permis aussi de pouvoir couvrir une zone qui est Beaucoup plus immense, grande. toute la France, quoi. Donc tu rajoutes ça, tu vois, j'ai mis ça en place quand je suis arrivé chez AM, c'est de faire des off-site avec l'équipe. Tous les mois, on va pendant 2 jours quand tu vas partir, c'est ça, hein. On va pendant 2 jours découvrir différentes villes tous les mois. Le but, c'est de rencontrer les meilleures agences sur place, rencontrer les meilleurs agents, comprendre comment évolue tel ou tel quartier, sur quel quartier il faut miser, pourquoi ce quartier-là, il ne faut pas y aller. Et en fait, prendre leur expertise, prendre leur savoir, vraiment s'en imprégner. Et ça te permet après, OK, l'anomalie de marché, on se rend compte que ce bien-là, il peut être intéressant dans la ville. En fait, non, on est dans le quartier là qui est pourri. En Nîmes, tu as Pisse 20, c'est hors de question, tu vas pas parce que tu vas mettre un client en risque à investir là-bas. Donc, ça te permet de lier le réseau à ton expertise et à l'IA. En fait, tu as des résultats qui sont ouf et qui nous permettent aujourd'hui de rendre satisfaction à beaucoup. À Perpignan, par exemple, il y a le quartier de la Gare qui est bien. Honnêtement, quand tu sors de la gare de Perpignan, ta première impression n'est pas ouf parce que ça reste une gare et que c'est Perpignan. C'est une gare partout. Et que si tu te dis pas, waouh, c'est incroyable. Tu marches 30-40 mètres, tu as une belle avenue avec des palmiers qui t'amènent à une belle place dans laquelle ils ont mis d'ailleurs une école, les écoles de Xavier Niel, là, Oui, je vois très de bien. geek, Ouais, etc. je vois très bien. Moi, j'ai oublié. Les bootcamps là. Et donc déjà, s'ils mettent ça en place, c'est que c'est pas mal. Et en fait, ce quartier-là, il est pas cher. Et pourtant, il est vraiment bien. Il y a une grosse tension locative parce que tu es à 2 pas du centre, proche de la gare, Bien sûr. proche de cette école. École l'école 42. 42. 42. Vas-y, Ah, j'étais après. pas. L'école 42, j'avais 40 ans. Et en fait, les Perpignanais, et ça, c'est un agent qui me l'a expliqué, les Perpignanais, les locaux, ne veulent pas ce quartier. Et c'est pour ça qu'il est pas cher. Ils veulent pas y vivre parce qu'il y avait un serial killer / violeur qui s'attaquait aux adolescentes ou jeunes femmes de entre 16 et 20 ans et qui, du coup, a terrorisé ce quartier-là. Mais d'un point de vue que c'est il y a 30 ans, le quartier, c'est central, c'est vraiment de pas de tout. Il y a une bonne tension locative. En fait, pour l'investisseur, c'est top. Mais tu vois, ça fait partie des petites histoires, des petites anecdotes qu'on prend et qui nous permettent de se dire, OK, là, il y a quelque chose à faire. Parce que si c'est parce que toi, tu veux pas y aller que Arthur trouvera que c'est une mauvaise opportunité. En fait, c'est juste mettre en relief les choses, les éléments, les informations, tout concocter et puis analyser, quoi. Ça. Ouais, mais du coup, pour conclure sur cette actu, je pense que c'est indispensable. Je pense qu'on est dans un métier qui a eu la chance de rester authentique et fidèle à lui-même sur comment dire la relation avec les gens. Enfin, on reste quand même, on sait
digitalisé, on est OK maintenant à faire des ventes à distance, on est d'accord avec, on fait des visites avec Matterport, enfin on a quand même progressé là-dessus, mais ça ne remplace pas l'humain comme ça l'a fait sur certains métiers. On reste un métier de terrain. Il faut être sur le terrain pour être pertinent. Et du coup, il faut juste être mieux armé. Et il ne faut pas être réfractaire à ces avancées. Au contraire, il faut les embrasser. Il faut plutôt se dire que on va être beaucoup plus performant grâce à elles. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout la performance. Parce qu'au-delà de ça, moi, l'IA, je fais beaucoup la comparaison avec ce que tu me dis des fois, par exemple, en marketing. Quand je sais faire une tâche et que je l'ai automatisée, je passe à autre chose. En fait, là, l'IA, vous l'utilisez pour automatiser, entre guillemets, certaines tâches qui sont peut-être lentes à faire. J'ai n'importe quoi, une fiche où vous mettez peut-être 1 heure à la faire parce que vous la faites bien avec toutes les probas de rentabilité. Et en fait, vous allez mettre le même fond avec moins de temps et vous pouvez en faire du coup 4 à la place de 1. Et voilà, en fait, c'est utilisé intelligemment, mais pas pour bâcler le travail. Ça, c'est sûr et certain sur les automatisations. Mais vraiment, je trouve que le plus gros game aujourd'hui, c'est surtout la partie analytique. Ouais. L'analytique de la data, qu'on devait prendre des gros bouquins comme ça. Et on le voit, hein, avant, on devait prendre le dictionnaire, et on devait regarder la définition, le mot. Et du coup, c'était bien plus complexe. Moi, j'ai appris l'anglais quand je suis parti aux États-Unis. J'avais juste mon petit cahier et quelqu'un parlait, je comprenais pas le mot et je prenais mon petit bouquin et j'allais chercher le mot. Aujourd'hui, il y a mieux que ça. Hein. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide. Il faut juste avancer avec son air. Il ne faut pas, pour moi, être réfractaire. Au contraire, il faut comprendre comment ça va nous aider et comment on peut l'implémenter dans notre quotidien pour être performant. Ok, top. Nickel. On a fait un peu le tour des actus. Moi, j'aimerais juste peut-être refaire une petite conclusion pour réexpliquer un peu ce que fait M Capital. Normalement, les gens, ils l'ont compris, mais ça fait pas de mal de réécouter, réexpliquer et vraiment comprendre. En vrai, la dinguerie que c'est incroyable cet accompagnement. Je suis entouré d'experts qui sont vraiment très, très, très bons dans leur domaine. Et je sais pas comment, entre guillemets, le faire comprendre aux gens. Mais pour moi, c'est le meilleur moyen de pas rester là jusqu'à 60 ans et après 70 ans,